Ils m'ont dit qu'ils allaient limiter les dépenses cette année. Mais ma carte a payé pour une villa pour 14 personnes, la restauration et des excursions de groupe. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste cliqué sur tout contester, j'ai verrouillé le compte de voyage et j'ai signalé la carte. À l'aéroport, le service de sécurité les a retenus. Mon père m'a envoyé un message, nos cartes d'embarquement sont rejetées. J'ai répondu, essayez peut-être de réduire la liste des invités. Le lendemain, l'avocat de mon père m'a appelé 15 fois de suite. Ils m'ont dit qu'ils allaient économiser de l'argent cette année. C'était leur phrase exacte. C'était le mensonge qu'ils m'ont raconté. Comme si c'était un petit détail sans importance. 3 semaines plus tard, ma carte de crédit a été débitée de 4 039 € par une agence de voyage de luxe. Cette nuit à Canquin, 14 invités, excursion de groupe, chef privé, payé en totalité. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas demandé pourquoi. Je me suis juste assis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai calmement cliqué pour tout contester, j'ai signalé la carte, j'ai verrouillé mon compte de voyage et j'ai désactivé les notifications. 15 minutes plus tard, j'ai reçu un message de mon père, nos cartes d'embarquement ont été rejetées. Nous sommes retenus par la sécurité de l'aéroport. Que diable se passe-t-il? J'ai répondu, essayez peut-être de réduire la liste des invités. Et c'était tout. Mais si vous voulez comprendre comment nous en sommes arrivés là, vous devez comprendre quel genre de personnes ils sont et quel genre d'idiot j'ai été. Un mois plus tôt, j'ai obtenu une promotion au travail. Ce n'était pas un salaire de cadre dirigeant, mais cela s'accompagnait d'un meilleur titre et d'une augmentation assez généreuse. J'avais gardé le silence jusqu'à la fête d'anniversaire de ma cousine Rebecca. Je ne l'ai mentionné que lorsque mon oncle m'a demandé comment allaient les choses. Au moment du dessert, toute la famille le savait. Et non seulement ils le savaient, mais ils avaient des idées. Ma mère m'a pris à part et m'a dit à quel point elle était fière, que j'avais vraiment réussi. Mon père m'a tapé dans le dos et m'a demandé si j'étais enfin prêt à contribuer davantage. Je savais où cela menait, alors j'ai mis fin à la conversation. Je leur ai dit que je ne participerais pas aux vacances en famille cet été. J'avais besoin de temps pour me ressourcer, peut-être pour voyager seul. Ma mère a souri et a dit, ce n'est pas grave. Nous allons de toute façon économiser de l'argent cette année. Cette phrase m'est restée en tête. Le ton de celle-ci, sa finalité étrange. Il s'est avéré qu'ils voulaient dire qu'ils allaient économiser leur argent, pas le mien. 3 jours après la fête, j'ai été frappé par ce débit de 4 000 €. Puis un deuxième. Repas, commodité de la villa, une excursion de plongée avec tuba pour 14 personnes. J'ai ouvert l'itinéraire et j'ai vu chaque petit détail, les dates, les noms, les réservations. Pas une seule chose ne m'incluait. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Pendant la fête, j'avais laissé mon portefeuille sur le comptoir de la cuisine en aidant à nettoyer. Ils n'ont pas volé ma carte. Ils ont mémorisé le numéro, pris des photos, attendu quelques jours, puis ils sont allés faire des folies, en supposant que je ne le remarquerai pas avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont eu tort. J'ai tout anéanti, j'ai contesté les frais, verrouillé le compte, annulé les réservations, changé mes mots de passe. J'ai même contacté la villa directement et je les ai avertis d'une fraude potentielle. Ils ont été étonnamment utiles étant donné que ce qui s'est passé ensuite était délicieux. Je suppose qu'ils étaient déjà à l'aéroport lorsque l'annulation est tombée. Je peux très bien les imaginer s'avancer vers le comptoir avec des lunettes de soleil et des chapeaux de paille, essayant d'agir comme des rois, seulement pour s'entendre dire que leur billet n'existait plus. J'ai reçu le message de mon père alors qu'ils étaient déjà pris à part par la sécurité de l'aéroport. C'est à ce moment-là que j'ai envoyé ma réponse, essayez peut-être de raccourcir la liste des invités. J'ai éteint mon téléphone et je me suis couché tôt cette nuit-là. J'ai dormi comme un loir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 15 appels manqués, tous du même numéro, l'avocat de mon père. Je n'ai pas rappelé. Pas tout de suite. Je savais exactement de quoi il s'agissait. Voyez-vous, il y a 3 ans, mon père m'avait donné son ancienne voiture après en avoir acheté une nouvelle. Ce n'était pas un grand geste. Il allait la faire reprendre par le concessionnaire, mais il s'est dit que je pourrais en faire un meilleur usage. Maintenant, soudainement, cela a été reclassé comme un prêt. Quand j'ai finalement répondu, l'avocat n'a pas perdu de temps.
Il a dit que mon père demandait la restitution du véhicule, invoquant un manque de réciprocité familiale et une rupture de confiance. Je pouvais presque entendre mon père la dicter mot pour mot de l'autre bout de la pièce. J'ai dit, très bien, ils peuvent avoir la voiture. Je laisserai les clés sur le porche parce que j'en avais fini. Plus de culpabilité, plus de manipulation, plus de faux-semblants. Mais ce n'était pas la fin. Il pensait avoir gagné quelque chose ce jour-là. Il n'avait aucune idée que les vraies vacances ne faisaient que commencer. J'ai déposé la voiture ce soir-là, je n'ai même pas attendu que quelqu'un sorte de la maison. Je l'ai juste garée sur le trottoir, j'ai verrouillé les portes, j'ai laissé les clés dans la boîte aux lettres et je suis parti. Je ne leur devais aucune explication. Et honnêtement, je m'en fichais s'ils pensaient avoir pris leur revanche. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de ma sœur, « Courtney, sérieusement? Tu donnes la voiture juste pour faire un drame? Grandis un peu. » Je n'ai pas répondu. Elle était l'un des noms sur la liste des invités, juste là dans l'itinéraire de voyage, entre la chambre double de Rebecca et la vue sur l'océan de l'oncle Jeff. Elle savait exactement ce qu'il faisait. Le plus drôle, c'est que j'ai presque respecté le geste. C'était audacieux, effronté. Ce n'était tout simplement pas intelligent. Il supposait que je serais trop passif, trop doux, trop désireux de maintenir la paix. Ce sur quoi il ne comptait pas, c'est que je finisse par en avoir assez. J'ai continué à attendre que les choses dégénèrent. Et bien sûr, c'est arrivé, mais pas de la façon dont je m'y attendais. 2 semaines après les vacances qui n'ont jamais eu lieu, j'ai reçu un appel d'un de mes amis qui travaille dans une coopérative de crédit local. Il m'a dit très nonchalamment que mon père venait d'essayer de contracter un prêt personnel. Apparemment, son entreprise, terme que j'utilise librement, avait pris un coup. Le prêt a été refusé parce que sa cote de crédit avait chuté sous les 6 cents. 3 jours après cela, l'Instagram de ma cousine Rebecca est devenu silencieux. Elle publie habituellement tous les jours, alors j'ai vérifié son Facebook par curiosité. Ses fiançailles avaient été reportées, ce qui, si vous la connaissez, signifie annulé. Je ne célébrais pas encore, mais j'observais. Ma tante Mélissa, l'une des voix les plus fortes pendant tout le discours disant que Thomas est égoïste après la débâcle de l'aéroport, vivait sans payer de loyer dans l'un des vieux duplex de mon grand-père. Devinez qui a reçu un avis d'expulsion de la banque. C'est exact. Mon père l'avait utilisé comme garantie sur un prêt commercial il y a 2 ans et ne le lui avait jamais dit. Maintenant, elle dormait sur le canapé de Courtney. L'effet domino commençait, tout cela sans que je lève le petit doigt. Mais je n'avais pas terminé. Il pensait que le karma s'était manifesté tôt. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais prévu quelque chose de beaucoup plus précis. Parce que s'ils allaient me traiter comme un étranger, j'allais leur montrer ce que cela signifiait vraiment d'être coupé de tout. Et le premier mouvement était déjà en jeu. Vous vous souvenez de cette voiture qu'ils voulaient tant? Celle qu'ils ont récupérée avec un soutien juridique? Elle n'était pas assurée. Et elle allait leur coûter bien plus que ce qu'ils avaient prévu. 1 semaine après leur avoir rendu la voiture, j'ai reçu un courriel du département des véhicules à moteur. Cela a commencé normalement. En tête générique, aucune urgence. Mais à la seconde où je l'ai ouvert, je l'ai senti venir. Une infraction au code de la route, 30 miles au-dessus de la limite de vitesse. Zone résidentielle, radar automatique. La photo jointe était granuleuse, mais il n'y avait pas d'erreur possible. Mon père au volant, le même sweat à capuche gris qu'il porte toujours, le visage en plein centre. Il m'était adressé, bien sûr, parce qu'il n'avait jamais changé le titre de propriété. L'immatriculation était toujours à mon nom. J'ai vérifié la date. 3 jours après avoir laissé la voiture dans leur allée. Je suis retourné dans mes courriels et j'ai trouvé l'avis d'annulation de ma compagnie d'assurance. J'avais annulé la police le soir même où j'avais déposé les clés. Je voulais que ce soit propre, terminé, mais maintenant c'était quelque chose de mieux. Un moyen de pression. J'ai contacté le département des véhicules à moteur, j'ai déposé une déclaration de non-propriété avec toutes les preuves, le courriel de l'avocat, les messages textes, la chronologie. J'ai même joint les messages Facebook de Courtney se moquant de moi pour avoir rendu la voiture. Dans les 48 heures, l'amende a été réaffectée. Et sans preuve d'assurance dans le dossier, le département des véhicules à moteur a ajouté un signalement sur la plaque d'immatriculation de la voiture.
Je n'ai même pas eu à passer un appel. Elle était maintenant marquée pour la fourrière si elle était vue sur la route. Mais ce n'était que des retombées. Je n'avais toujours pas fait un seul geste intentionnel. Pourtant, 3 nuits plus tard, ma mère a brisé le silence. Pas avec un appel, pas même un message privé, un commentaire sur une photo de plage que j'avais publiée, la première que j'avais téléchargée depuis que tout cela avait commencé. Juste une photo calme et simple de l'océan. Elle a écrit « J'espère que tu t'amuses pendant que ta famille s'effondre ». Comme si c'était censé me faire culpabiliser. Mais je ne me sentais pas coupable. Je ne ressentais rien. Mon père a fait son mouvement ensuite. Pas un appel téléphonique. Il ne fait jamais rien directement quand il pense pouvoir manipuler une situation discrètement. Un de mes amis du travail, Josh, m'a envoyé une capture d'écran. Quelqu'un lui avait envoyé un message sur LinkedIn en se faisant passer pour un recruteur, posant des questions sur moi, essayant de creuser. Il n'a pas fallu grand-chose pour faire le lien, la grammaire, la formulation, l'adresse de courriel stupide. C'était lui. Il essayait de jeter le discrédit. Subtil, désespéré. Josh a répondu, faisant semblant de ne rien remarquer. Il a joué le jeu, puis m'a mis en copie dans une réponse qui se terminait par « Ce genre de comportement est exactement la raison pour laquelle je ne mélange jamais la famille et les affaires. » Il perd des pieds. Et c'est à ce moment-là que j'ai finalement décidé de commencer. Je tenais une liste depuis des années, pas seulement des torts. Cela était facile à retenir, mais des moyens de pression, des choses discrètes, de petits détails qu'il m'avait donnés, pensant que je ne m'en servirais jamais. Et tout en haut de cette liste se trouvait l'oncle Jeff. Il y a 3 ans, il m'avait appelé en panique. Sa femme l'avait quitté pour un gars qu'elle avait rencontré en ligne, et elle l'avait fait juste après avoir vidé leur compte commun. Il avait une conduite en état d'ivresse en attente, une carte de crédit plafonnée et une vieille dette de jeu qu'il avait cachée à tout le monde. Il ne voulait que personne le sache. Il m'a demandé 2000 € pour couvrir son loyer et m'a dit qu'il me rembourserait dans les 3 mois. Il ne l'a jamais fait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je gardais tout. Les reçus Venmo, le message texte où il promettait de me rembourser d'ici juin, le fil de courriel où il avait accidentellement admis que l'argent n'était pas pour le loyer. C'était pour payer quelqu'un nommé Lenny avant qu'il ne se présente à son travail. J'ai trouvé Lenny, d'ailleurs. Il dirige un prêteur sur gage louche à 2 villes de là. Toujours en affaires. Alors, j'ai passé un appel téléphonique. Pas à Lenny, pas à Jeff, à son département des ressources humaines. Un appel anonyme, juste une voix leur disant qu'ils devraient refaire une vérification des antécédents. Quelque chose à propos d'une conduite en état d'ivresse qui n'aurait peut-être pas été détectée la première fois. Quelque chose à propos d'une fausse adresse sur sa demande d'emploi. À la fin de la semaine, l'oncle Jeff était en congé administratif. Ma mère a publié un verset biblique critique ce soir-là, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Pour une fois, j'étais d'accord avec elle, et je ne faisais que commencer. La fissure suivante est venue de Courtney. Elle se sentait intouchable depuis qu'elle avait convaincu notre père de co-signer son bail l'année dernière. Un appartement de luxe, vue sur les toits du centre-ville, piscine à débordement et un loyer bien supérieur à ce qu'elle pouvait réellement se permettre. Elle travaillait à temps partiel dans un salon boutique et complétait le reste avec du travail d'influenceuse, ce qui signifiait principalement publier des photos soignées de café et faire semblant d'être sponsorisée. Je savais qu'elle tenait à peine le coup. Je savais aussi que notre père avait utilisé son crédit pour faire passer le bail bien qu'il jonglait déjà avec les dettes d'une de ses entreprises défaillantes. Alors, j'ai vérifié quelque chose. C'était là. Un dépôt au tribunal, un avis de litige civil, un loyer en retard de 3 mois. La société de gestion de l'appartement avait déposé une plainte contre elle et mon père. C'est alors que j'ai passé un autre appel. Pas au bâtiment, pas à Courtney, à l'agence de recouvrement qui avait signalé mon crédit il y a 2 ans lorsqu'elle avait manqué un paiement sur un forfait téléphonique que j'avais co-signé à l'université. J'avais aussi des captures d'écran de ce fiasco. Je leur ai envoyé un tuyau anonyme selon lequel Courtney pourrait cacher des revenus par le biais d'applications de paiement et de cadeaux provenant de parrainage numérique, bien qu'elle n'ait déclaré aucun revenu sur sa demande d'allègement de dette. Tout était public, tout était vérifiable. J'ai même joint quelques captures d'écran d'elle se vantant d'obtenir de l'argent gratuit des marques.
Elle a reçu l'assignation une semaine plus tard. L'avis est arrivé alors qu'elle était en direct sur Instagram pour faire une session de questions et réponses. Je l'ai vu parce que quelqu'un a enregistré l'écran et me l'a envoyé. Le moment où son visage s'est décomposé, le brillant à lèvres à mi-chemin, alors qu'un homme hors caméra lui remettait une enveloppe brune. Elle n'a pas terminé le direct. Le lendemain, mon père m'a envoyé un message. Pas pour s'excuser, pas pour me demander comment j'allais. Il a juste envoyé 3 mots, c'est la guerre. Je n'ai pas répondu, mais je me suis assuré qu'il recevrait un appel d'une journaliste locale que je connaissais. Elle me devait une faveur de l'époque où je l'avais aidé à obtenir une piste sur une affaire de fraude fiscale. Je lui ai donné un tuyau. Enquêter sur les subventions locales aux petites entreprises accordées à des personnes qui n'ont jamais livré ce qu'elles avaient promis. Devinez quel nom est apparu? La société de conseil de mon père avait pris un chèque de secours de 12 000 € pendant la pandémie pour développer numériquement son entreprise. Pas de site web, pas de présence en ligne, pas d'impôt déclaré pour l'année, rien. L'article est paru 2 jours plus tard. Court mais incisif. Son nom était juste là. Il ne disait pas coupable, mais il n'en avait pas besoin. Les commentaires sous la publication étaient brutaux. Et puis les appels se sont arrêtés. Plus d'avocats. Plus d'appels manqués. Plus de messages textes prétendant que j'avais mal compris ce que signifiait la famille. Mais je n'étais pas satisfait. Pas encore. Parce qu'ils pensaient toujours qu'il s'agissait de vacances annulées, d'une voiture, de quelques milliers d'euros. Ils ne comprenaient pas qu'ils avaient volé quelque chose de complètement différent. Ils ont pris la paix, la confiance, le temps, et maintenant ils allaient tout récupérer, morceau par morceau, mais pas de la façon dont ils le voulaient. Le silence a duré 6 jours. Pas de message texte, pas d'appel, pas de publication publique sarcastique. Le calme était sinistre, mais je les connaissais. Ils n'étaient pas vaincus. Ils se regroupaient, attendant quelque chose qu'ils pourraient déformer en une autre raison de faire de moi le méchant. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu une lettre par la poste, du vrai papier, pas d'adresse de retour, mais l'écriture était familière. À l'intérieur se trouvait une seule feuille, je ne savais pas ce qu'ils avaient fait jusqu'à après. Je suis désolé. Je ne suis pas comme eux. Pas de signature, mais je connaissais l'écriture. Ma cousine Léa. Elle a toujours été la plus silencieuse. Elle restait dans son coin. Elle n'est jamais intervenue quand la famille s'en prenait à quelqu'un. Je n'avais pas pensé à elle pendant tout cela. Elle n'était pas sur la liste du voyage et elle se présentait rarement aux grands événements familiaux. J'ai envisagé de la contacter, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Parce que 3 heures après avoir reçu cette lettre, j'ai reçu un autre appel de l'avocat de mon père. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Même numéro, même ton robotique, mais cette fois le message était différent. Thomas, nous avons reçu un avis de transfert d'héritage en attente de votre signature. Il semble que votre grand-père vous ait laissé le duplex. Mon grand-père était décédé 1 an plus tôt. Tout le monde supposait que le duplex irait à la tante Mélissa. Elle y vivait depuis des années, sans payer de loyer, comme une sorte d'accord tacite, mais apparemment elle n'a jamais vérifié le testament mis à jour. Il l'avait changé 6 mois avant sa mort. Il m'a discrètement laissé le duplex parce que j'étais le seul de la famille qui l'avait jamais aidé lors de ses visites à l'hôpital. J'ai rappelé l'avocat, j'ai confirmé, j'ai obtenu les documents. Mélissa n'en avait aucune idée. 2 jours plus tard, j'ai publié une annonce, duplex de 2 chambres, nouvellement hérité, disponible à la location. Priorité accordée aux locataires calmes. Mélissa l'a découvert le lendemain matin. Courtney m'a envoyé un message vocal en hurlant. Elle m'a accusé d'essayer de rendre leur mère sans abri. Je n'ai pas répondu. Mélissa n'avait jamais payé de loyer à cet endroit. Elle l'avait saccagé, avait peint sur le bois franc d'origine et avait laissé des ordures dans la cour arrière comme si elle pensait que personne ne la tiendrait jamais pour responsable. Et maintenant, elle était tenue responsable. Mais le plus grand rebondissement était encore à venir. 3 jours après la mise en ligne de l'annonce, j'ai reçu un courriel d'un gars nommé Brian Keller. Il a dit qu'il était intéressé par le duplex, qu'il voulait me rencontrer. Je l'ai cherché sur Internet par habitude. Il s'avère qu'il était expert comptable. Il travaillait pour le service des impôts, maintenant il travaillait à son compte comme enquêteur fiscal.
Il ne voulait pas louer l'endroit. Il voulait parler. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant près de l'autoroute. Il a apporté un épais dossier. Et ce qu'il m'a dit m'a coupé le souffle. Il enquêtait sur mon père. Apparemment, quelqu'un avait signalé anonymement son entreprise de conseil après ce petit article de presse. Brian avait suivi l'argent et avait trouvé des incohérences, des revenus mal déclarés, de faux formulaires 1099, des employés fantômes. Puis il s'est penché et a dit, « Savez-vous quelque chose au sujet d'un fonds en fiducie lié à votre nom qui a été vidé en 2019 ?» Je ne savais rien. Il s'avère que mon grand-père m'avait laissé une petite fiducie quand j'ai eu 18 ans. Rien qui ne change la vie, mais environ 25 000 €. Il devait être conservé jusqu'à mes 25 ans, ce qui ne s'est jamais produit car en 2019, il a été discrètement fermé par mon père à l'aide de faux documents. Brian m'a tendu les documents, des copies de signatures, des chronologies, des journaux de transactions. C'était réel. Pendant tout ce temps, je pensais que la pire chose qu'ils avaient faite était de voler des vacances. J'avais tort. Ils m'avaient volé des années. Maintenant, je ne jouais plus aux échecs. Je mettais le feu à l'échiquier. J'ai quitté le restaurant en silence, le dossier toujours posé sur le siège passager comme une arme chargée. J'ai conduit sans musique. Pas de balado, juste le son de ma propre respiration et des pneus sur l'asphalte. Toutes les quelques minutes, je jetais un coup d'œil au dossier, m'attendant presque à ce qu'il s'enflamme. Brian l'avait exposé clairement. En 2019, mon père avait accédé au fonds en fiducie laissé par mon grand-père. 25 000 € qui m'étaient destinés. Ils avaient été transférés, fermés et effacés avec des documents falsifiés, des signatures qui n'étaient pas les miennes. Des dossiers montrant de l'argent retiré par morceaux, canalisé par un compte lié à l'entreprise de mon père. Pendant que je faisais des gardes de nuit et que je sautais des repas, il y avait eu un filet de sécurité dont je n'avais jamais connu l'existence. Un filet qu'il a coupé sous mes pieds avant même que je n'aie la chance de l'utiliser. Il n'a pas seulement volé de l'argent. Il a volé des années de lutte que je n'avais pas besoin de vivre. Et maintenant, je ne pouvais plus l'ignorer. De retour chez moi, je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis juste assis dans le noir. Le téléphone dans une main, le dossier dans l'autre. Ma boîte de réception contenait 3 nouveaux courriels, tous provenant de l'annonce immobilière pour le duplex. Tous des locataires sérieux, des personnes réelles. Je n'étais pas sûr de la raison, mais j'ai hésité. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai fait une pause. Pas parce que je doutais de ce que je faisais, mais parce que le poids de tout cela commençait enfin à se faire sentir. Tout avait changé. La vengeance occasionnelle, les petits jeux de pouvoir. Ce n'était plus insignifiant. C'était la guerre, et les enjeux venaient de changer. Je me suis levé, j'ai sorti les papiers de propriété de mon tiroir et j'ai déposé moi-même le changement de propriété final. Je ne voulais aucun retard. Je voulais que ce soit officiel. Le duplex était à moi maintenant, légalement et complètement, et ils allaient le ressentir parce que je ne le louais plus à des étrangers. J'avais d'autres plans pour cette maison. J'avais un de ces tableaux blancs avec une grille de calendrier qui restait d'un projet au travail. Je l'ai essuyé et j'ai commencé à écrire des noms, des dates, des connexions, moi, papa, Courtney et Melissa, l'oncle Jeff, des dettes, des secrets, des moyens de pression, des notes du dossier de Brian. Chaque coin du tableau s'est rempli rapidement. Puis j'ai encerclé un nom sur lequel je ne m'étais pas concentré auparavant. Léa, ma cousine, qui avait envoyé cette lettre anonyme, la seule qui avait rompu les rangs. Je ne lui avais pas répondu, je n'en avais pas tenu compte du tout, mais il y avait quelque chose dans son timing. Cela ne ressemblait pas à de la culpabilité. Cela ressemblait à autre chose. Peut-être qu'elle en savait plus. Peut-être qu'elle essayait de prendre ses distances avant que les choses n'explosent. À 1h13 du matin, j'ai reçu un message. Pas de nom, juste un numéro que je ne reconnaissais pas. Et une seule image. C'était le duplex. De nuit, pris depuis une voiture. Peut-être le porche d'entrée faiblement éclairé. Le panneau à louer toujours en place. Pas de message, pas de contexte, juste la photo. Je l'ai regardé sans bouger. Puis un autre message est arrivé. Pas de mots encore, juste une capture d'écran. Un transfert bancaire. 5 chiffres.
Un numéro de compte qui commençait par les 4 mêmes chiffres de la fiducie. Brian m'avait montré un retrait. Moi. Quelqu'un observait et voulait que je le sache. J'ai essayé d'appeler le numéro, cela a basculé directement sur la messagerie vocale. Non, je n'ai pas dormi cette nuit-là parce que maintenant je savais que je n'étais pas le seul à fouiller dans le passé. Je n'étais pas le seul à avoir quelque chose à perdre. Et quelqu'un quelque part essayait de m'avertir ou de me menacer ou les deux. Je reviendrai avec ce qui s'est passé ensuite. Je dois l'écrire, lui donner un sens car ce qui s'est déroulé après cette photo a tout changé. Mais pour l'instant, c'est tout. Mise à jour finale. Cela fait 4 mois depuis ce dernier message, celui avec la photo du duplex et la capture d'écran du transfert bancaire de 2019. Je n'ai jamais découvert qui l'a envoyé. Le numéro a été déconnecté une semaine plus tard. J'ai essayé de le tracer par l'intermédiaire d'un ami qui travaille dans les technologies de l'information. Téléphone jetable. Pas d'historique, rien d'attaché. Mais cela n'avait pas d'importance car d'ici là, le reste avait déjà commencé à s'effondrer. Environ une semaine après cette nuit-là, j'ai reçu un autre courriel de Brian. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste envoyé un document. C'était la version finale de son rapport, marqué comme terminé. Il l'avait soumis au service des impôts et à quelques autres agences compétentes. Une enquête discrète et approfondie, fraude fiscale, fraude électronique, vol d'identité et fausse documentation. Tout cela lié à mon père. Il a ajouté une phrase dans le courriel, « Vous n'aurez pas besoin de porter plainte. » Il bouge déjà. 3 jours plus tard, le site web de l'entreprise de mon père a été mis hors ligne. Son numéro a été déconnecté. Et puis l'avocat, celui qui m'avait laissé tous ces messages vocaux, a démissionné. Apparemment, mon père ne l'avait pas payé depuis 2 mois. Courtney a été expulsée peu de temps après. Aux dernières nouvelles, elle était de retour chez mes parents, qui avaient un panneau de saisie immobilière posé dans la cour à la mi-mai. La tante Mélissa m'a envoyé un message une fois, pas pour crier ou menacer, juste pour dire « Je ne savais pas que ça irait aussi loin ». Je n'ai pas répondu, et l'oncle Jeff, il a perdu son emploi officiellement. Violation de la politique était le terme public, mais il n'était pas difficile de reconstituer ce qui s'était passé. Je n'ai jamais loué le duplex. J'ai décidé de ne pas le faire. Au lieu de cela, je l'ai vidé, j'ai fait changer les serrures, j'ai peint chaque pièce et je l'ai gardé vide. Parfois, je m'assois sur le porche le soir et j'écoute simplement le vent souffler dans cette rue résidentielle calme. La paix a un son, et c'est à cela qu'elle ressemble. Quant au fonds en fiducie, Brian a confirmé que le service des impôts poursuivra le remboursement. Je ne reverrai probablement jamais la totalité des 25 000 €, mais ce n'est pas grave. Il ne s'agit plus d'argent. Ce n'est plus le cas depuis un moment. La vérité, c'est que je ne les ai pas détruits. Ils se le sont fait à eux-mêmes. J'ai juste arrêté de les protéger des conséquences. Et Léa, elle a écrit à nouveau. Cette fois, elle a signé. Elle m'a dit qu'elle avait quitté la discussion de groupe de la famille, coupé les ponts, commencé une thérapie, et a dit que regarder ce qui s'était passé lui avait fait réaliser à quel point le dysfonctionnement était profond. Elle a terminé sa lettre par « Tu as été le seul à partir et à ne pas revenir. J'essaie de le faire maintenant, moi aussi. Je n'ai pas encore répondu, mais je le ferai parce que je ne suis plus en colère. Je ne complote pas, je n'attends pas ou je ne le revis pas dans ma tête. C'est terminé.